Bonjour à tous et bienvenue sur Affaires courantes. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet grave, une situation qui se déroule en ce moment même, dans l'est de la République démocratique du Congo. Un rapport vient de tomber et franchement, il fait l'effet d'une bombe. On va décortiquer ça ensemble parce que ce qui s'y passe est tout simplement choquant. Alors, pour y voir plus clair dans cette histoire très complexe, on va procéder par étapes. On va découper ça en 6 points. D'abord, l'accusation qui met le feu aux poudres. Ensuite, on verra qui se bat et pourquoi. Puis, le plus important, le sort des civils. On parlera du jeu des accusations, des accords de paix qui ne tiennent pas, et enfin, on se posera la question, quel avenir pour la paix ? Tout commence donc le 15 janvier, il y a quelques jours à peine. L'organisation non gouvernementale Human Rights Watch publie un rapport et ce rapport, il est accablant. Il fait un bruit énorme et met une pression terrible sur toute la région. Et voilà ce qui est au cœur du scandale. Ce n'est pas juste la violence, c'est son utilisation comme une arme, comme une stratégie militaire. Et le plus glaçant, c'est que l'accusation ne vise pas un seul camp. Non, elle met en cause tous ceux qui portent une arme. En clair, le rapport pointe du doigt aussi bien l'armée officielle du Congo, les FARDC, que le principal groupe rebelle, le M23. Les deux sont accusés des pires crimes. Et le rapport souligne que la situation empire, que les survivantes sont abandonnées et que bien souvent, les responsables ne sont jamais punis. C'est ça qui crée un scandale monumental. Bon, FARDC, M23, ça peut paraître un peu abstrait. Alors qui sont ces groupes qui s'affrontent ? C'est vraiment la base pour comprendre ce qui se passe là-bas. Pour faire très simple, d'un côté, on a les FRDC, c'est l'armée nationale, l'armée régulière du pays. En face, on a le M23. Et attention, ce n'est pas un petit groupe de rebelles, c'est un mouvement armé très puissant et très organisé. C'est donc une guerre entre l'armée d'un pays et une rébellion surarmée. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas un conflit gelé ou lointain. Non, ça se passe maintenant, en ce moment même, dans toutes ces zones que l'on voit, ça se bat, et très violemment. La vie de centaines de milliers de personnes est directement en jeu, là, tout de suite. Parce qu'au milieu de ces combats, il y a des millions de gens, des civils, qui n'ont rien demandé. Et ce sont eux, évidemment, qui payent le prix le plus fort dans cette histoire. Regardez bien ce chiffre, il vient des Nations Unies. 236 000. C'est le nombre de personnes qui, en une seule année, ont dû tout quitter, abandonner leur maison, leur vie, pour fuir et tenter de trouver refuge. C'est une ville entière qui se vide. Une véritable tragédie humaine. Et derrière ce chiffre énorme, il y a des visages, des histoires, des familles brisées, comme cette mère et son enfant qui ont dû tout laisser derrière eux, juste pour avoir une chance de survivre. Le problème, c'est que parfois, il n'y a même plus d'endroit où fuir. Imaginez la scène. Un marché, un lieu de vie, de rencontre. Début janvier, un drone de l'armée frappe ce marché bondé. Bilan, au moins 7 civils tués. Ça montre bien que personne n'est à l'abri, nulle part. Alors face à de telles horreurs, on se demande forcément, mais que disent les responsables ? Comment ils justifient ça ? La demande de Human Rights Watch est simple et claire. Il faut que justice soit faite. Pour les deux camps. Mais sur le terrain, c'est le grand jeu du « c'est pas moi, c'est l'autre ». Chacun se renvoie la balle. Par exemple, le M23 nie tout en bloc. Pour eux, ce rapport n'est que de la propagande, des mensonges du gouvernement. Et pendant ce dialogue de sourds, ce ping-pong médiatique mortel, ce sont les civils qui restent pris au piège. Ok, alors si les belligérants ne veulent rien entendre, que fait le reste du monde ? Est-ce qu'on essaye de faire la paix ? Oui, et on va s'intéresser à la plus grande tentative de ces derniers temps. Il y a eu ces fameux accords de Washington, un grand espoir de paix. Signés en juin 2025, réaffirmés en décembre, et en janvier 2026, à peine un mois plus tard, les combats reprennent de plus belle. L'échec est total. Mais pourquoi ? Comment ça a pu rater aussi vite ? Les experts appellent ça un pacte d'élite. L'expression est parfaite. Ça veut dire que l'accord a été négocié très loin du terrain, entre les grands chefs, les politiciens, sans jamais inclure ceux qui se battent vraiment, et surtout sans demander l'avis des populations locales. Et c'est là tout le problème. On n'a pas invité le M23 aux négociations. On n'a pas parlé des vrais problèmes de fond, comme les conflits pour les terres ou le pouvoir local. L'accord était donc complètement déconnecté de la réalité. Il était voué à l'échec dès le départ. On arrive donc à la fin, et à la question la plus difficile. Dans ce chaos, quel avenir pour les habitants de l'Est du Congo ? Quel espoir leur reste-t-il ? La réalité aujourd'hui est brutale. C'est un cycle de violence qui ne s'arrête jamais, une crise humanitaire terrible et des diplomates qui semblent complètement impuissants. Ce constat il nous amène à une dernière question, la plus importante de toutes. Pendant que les rapports s'empilent sur les bureaux et que les diplomates discutent à des milliers de kilomètres de là, sur le terrain, dans la boue et la peur, qui protège vraiment les civils ? Qui ? Pour des millions de personnes, cette question n'est pas théorique, c'est une question de vie ou de mort chaque jour. Voilà pour cette analyse. Si vous voulez continuer à décrypter l'actualité complexe pour comprendre ce qui se joue vraiment dans le monde, une seule chose à faire, abonnez-vous à Affaires courantes. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt.